ce spectacle, on rentre donc dans ce spectacle intitulé Don Quichotte et l'étrange pouvoir des livres. Je voudrais d'abord vous présenter 3 personnes avec lesquelles je vais comploter tout au long de la soirée. En tout cas, dans la première partie, ils sont absolument indispensables. Alors j'ai nommé Georgette Moyal. Où êtes-vous? Ah ben il faut carrément... voilà. Maggie Hakoun et Samuel Kaufmann, 3 lecteurs qui déjà avaient comploté avec moi pour une soirée dédiée à Amos Oz, pour ceux qui étaient là, et cet extraordinaire ouvrage, Une histoire d'amour et de ténèbres. Ils étaient tellement formidables que je les ai gardés. Ils m'ont dit oui en 1 minute. Merci à tous les 3. Ils vont lire 5 fois. Et cette première partie de concert, c'est simplement une alternance musique, parole, musique, parole. Et on commence tout de suite pour entrer dans le bain. Isaac Albéniz, Bienvenue en Espagne, dans le monde, de Cervantes, l'auteur, et de Don Quichotte. Voici donc un extrait d'Iberia, El Albaicín, Isaac Albéniz.
Ier, où l'on dit qui était le fameux Don Quichotte de la Manche et quelles étaient ses occupations. Dans un village de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait il n'y a pas si longtemps un de ces gentilshommes avec lance au râtelier, bouclier de cuir à l'ancienne, levrette pour la chasse et rosse efflanquée. Du bouilli où il entrait plus de vaches que de moutons, du hachis presque tous les soirs, des olards le samedi, le vendredi des lentilles et le dimanche un pigeonneau pour améliorer l'ordinaire, voilà qui mangeait les 3/4 de son revenu. Un juste corps de drap fin, avec des chausses et pantoufles de velours pour les jours de fête, et l'habit de bonne serge dont il se contentait les jours de semaine, absorbait le reste. Il avait chez lui une gouvernante de plus de 40 ans, une nièce qui en avait moins de 20 et un valet bon à tout qui scellait la rosse aussi bien qu'il maniait la serpe. Notre gentilhomme frisait la cinquantaine. Il était de constitution robuste, sec de corps, maigre de visage, toujours matinal et grand chasseur. On ne sait pas très bien s'il avait nom Quichada ou Quesada. Les auteurs qui en ont parlé sont en désaccord sur ce point. Néanmoins, d'après les conjectures, il est probable qu'il s'appelait Quechana. Mais c'est sans importance pour notre histoire. Il suffit qu'en la racontant, on ne s'écarte en rien de la vérité. Or, il faut savoir que ce gentilhomme passait des heures d'oisiveté, c'est-à-dire le plus clair de son temps, plongé avec ravissement dans la lecture des romans de chevalerie, au point qu'il en oublia presque l'exercice de la chasse et l'administration de son bien. Pour satisfaire cette avidité extravagante, il finit même par vendre plusieurs arpents de bonne terre et s'acheta autant de romans qu'il en put trouver. Bref, notre gentilhomme se donnait avec un tel acharnement à ses lectures qu'il y passait ses nuits et ses jours, du soir jusqu'au matin et du matin jusqu'au soir. Il dormait si peu et lisait tellement que son cerveau se dessécha et qu'il finit par perdre la raison. Il avait la tête pleine de tout ce qu'il trouvait dans ses livres, enchantements, querelles, batailles, défis, blessures, galanterie, amour, tourments, aventures impossibles. Et il crut si fort à ce tissu d'invention et d'extravagance que, pour lui, il n'y avait pas d'histoire plus véridique au monde. Morceau numéro 2, que j'ai composé, Don Quichotte ou le temps de la lecture.
prête à l'action et à l'amour aveugle. On parle de Don Quichotte. Et alla ensuite voir sa monture. La pauvre bête avait plus de tard que d'années et plus de défauts que le cheval de Gonesse. Mais il lui sembla que ni le Bucéphale d'Alexandre le Grand, ni le Babieca du Cid ne pouvaient lui être comparés. Il passa les 4 jours qui suivirent à se demander quel nom il lui donnerait. Quand le maître changeait de condition, il convenait que son cheval changeât de nom et en prit un, célèbre et pompeux, qui s'accordât avec son nouvel état et avec le métier qu'il allait exercer. C'est ainsi qu'après avoir composé, effacé, retranché, ajouté, tourné, retourné 1000 noms dans sa tête, lui donna celui de Rocinante, qui lui parut noble et sonore, et signifiait clairement que sa monture avait été antérieurement une simple rosse, avant de devenir la première de toutes les rosses du monde. Ayant fourbi ses armes, changé son casque en aume, donné un nom à son cheval et confirmé le sien, il ne lui manquait plus rien, sinon trouver une dame dont il pourrait s'éprendre. Car un chevalier errant sans amour est un arbre sans feuilles et sans fruits, un corps sans âme. Supposons, se disait-il, que pour mon malheur ou pour mon bonheur, je rencontre un géant, comme cela arrive fréquemment aux chevaliers dans mon ordre, et que du premier coup, je le réduise à merci. Il conviendrait d'avoir une dame à qui en faire présent, qu'il aurait trouvé et devant qui il s'agenouillerait en lui disant d'une voix humble et soumise « Madame, je suis le géant Fascule, seigneur de l'archipel de Malandrin, vaincu en combat singulier par l'insigne et illustre Don Quichotte de la Mancha, qui m'a ordonné de me présenter devant vous, afin que vous daigniez user de moi selon votre bon plaisir. » Ah, qu'il était content, notre bon chevalier, quand il eut tenu un si beau discours, et plus encore quand il eut choisi celle qui deviendrait sa dame. Il y avait, semble-t-il, dans un village des environs, une jeune paysanne, fort avenante, dont il avait été quelque temps amoureux, mais qui, selon toute apparence, n'en avait jamais rien su et ne s'en était d'ailleurs jamais soucié. Cette demoiselle, nommée Aldonza Lorenzo, devint la dame de ses pensées. Voulant pour elle un nom qui ne fut pas indigne du sien, et annonça la princesse, ou la grande dame, il l'appela Dulcinée du Toboso, car elle était native de ce village. Et ce nom lui parut aussi harmonieux, singulier et significatif que ceux qu'il avait trouvés pour lui-même et pour son cheval. J'ai trouvé dans le répertoire classique un morceau de Rachmaninoff. Il y a de l'action, de la chevalerie, et il y a de l'amour, même si l'amour est totalement imaginaire, là, chez Don Quichotte. Mais il fallait donc un morceau avec du punch et puis du romantisme. Rachmaninoff, 5e prélude en sol mineur.
Les moulins à vent. C'est alors qu'ils découvrirent dans la plaine 30 ou 40 moulins à vent. Dès que Don Quichotte les aperçut, il dit à son écuyer: « La chance conduit nos affaires, mieux que nous ne pourrions le souhaiter. Vois-tu là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés? Eh bien, je m'en vais les défier l'un après l'autre et leur ôter à tous la vie. Nous commencerons à nous enrichir avec leurs dépouilles, et ce qui est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est servir Dieu que de débarrasser la face de la terre de cet ivret. » Des géants? Où ça? Là, devant toi, avec ces grands bras, dont certains mesurent presque 2 lieues. Allons donc, monsieur, ce qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des géants, mais des moulins. Et ce que vous prenez pour des bras, ce sont des ailes, qui font tourner la meule quand le vent les pousse. On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière, le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Et aussitôt, il donna des éperons à Rocinante, sans se soucier des avertissements de Sancho, qui lui criait que ceux qu'il allait attaquer étaient bien des moulins et non des géants. Mais Don Quichotte était tellement sûr de son fait qu'il n'entendait pas Sancho, et que même arrivé devant les moulins, il ne voyait pas qu'il se trompait. « Ne fuyez pas, lâches et viles créatures !» criait-il. « C'est un seul chevalier qui vous attaque. » Sur ces entrefaites, un vent léger se leva, et les grandes ailes commencèrent à tourner. Ce que voyant, Don Quichotte reprit. « Vous aurez beau agiter plus de bras que n'en avait le géant Briaré, je saurai vous le faire payer. » Là-dessus, il se recommanda de tout son cœur à sa dame Dulcinée, la priant de le secourir en ce péril extrême. Puis, bien couvert de son écu, la lance en arrêt, il se précipita au grand galop de Rocinante et, chargeant le premier moulin qui se trouvait sur sa route, lui donna un coup de lance dans l'aile, laquelle, actionnée par un vent violent, brisa la lance, emportant après elle le cheval et le chevalier, qu'elle envoya rouler sans ménagement dans la poussière. Sancho se précipita au grand trot de son âne pour secourir son maître, et le trouva qui ne pouvait plus remuer, tant la chute où l'avait entraîné Rocinante avait été rude. « Miséricorde !» s'écria-t-il. « Est-ce que je ne vous avais pas dit, moi, de faire attention, et que c'était des moulins à vent? Il n'y avait pas moyen de s'y tromper, à moins d'avoir d'autres moulins qui vous tournent dans la tête. Tais-toi, Sancho. À la guerre, plus qu'ailleurs, on ne peut jamais savoir comment les choses vont tourner. Pour moi, je pense, et c'est la vérité, que cet enchanteur Freston, qui a emporté mon cabinet et mes livres, a transformé ces géants en moulins pour me ravir l'honneur de les avoir vaincus, si grande est la haine qu'ils me portent. Mais au bout du compte, mon épée sera plus forte que tous ces maléfices. Dieu en décidera, conclut Sancho. Et il aida son maître à se relever et à remonter sur Rocinante, qui avait le dos tout démanché. Puis, en s'entretenant de cette aventure, ils prirent le chemin de Port-Lapis, car selon Don Quichotte, dans un lieu de grand passage, il ne pouvait manquer de rencontrer des aventures multiples et variées. J'ai créé pour ce spectacle ce soir Don Quichotte, deuxième mouvement, le réel et l'imaginaire.
plus grande bataille de tous les temps. N'aie crainte, Sancho, le ciel saura être favorable. Il s'entretenait de la sorte lorsque Don Quichotte vit au loin un épais nuage de poussière qui s'avançait vers eux. Voici enfin le jour, Sancho, dit-il en se tournant vers son écuyer, où va se manifester tout le bien que ma destinée me réserve. Voici le jour, dis-je, où va paraître plus qu'aucun autre la force de mon bras, où je vais accomplir des exploits dignes de figurer dans le livre de la renommée pour les siècles à venir. Tu vois, Sancho, ce tourbillon de poussière? Il s'élève sous les pieds d'une armée innombrable qui vient vers nous, composée de gens de toutes les nations. À ce compte-là, ce n'est pas une, mais deux armées qui arrivent, puisqu'il en vient autant de l'autre côté. Don Quichotte se retourna et vit que c'était vrai. Il en ressentit une joie extrême, persuadé que deux armées s'apprêtaient à livrer bataille au milieu de cette vaste plaine, car il avait, à toute heure et à chaque instant, l'imagination remplie de combats, de défis, des enchantements, des aventures et des amours, bref, de ces absurdités que l'on trouve dans les romans de chevalerie. Et tout ce qu'il disait, pensait ou faisait n'avait d'autre but que de s'y conformer. Or, cette poussière était soulevée par deux grands troupeaux de moutons que l'on ne pouvait plus distinguer sous ce nuage, à moins d'être tout près. Don Quichotte affirmait néanmoins avec tant d'obstination que c'était des armées que Sancho finit par le croire. « Et nous, monsieur ?» demanda-t-il à son maître, « qu'est-ce que nous allons faire ?»« Ce que nous allons faire, répondit Don Quichotte, apporter aide et secours aux faibles et aux opprimés. Apprends, Sancho, que cette armée qui marche droit sur nous est commandée par l'illustre Ali Fanfaron, empereur de la grande île des Toprapones, et cet autre qui arrive de l'autre côté est celle de son ennemi, le roi des Garamantes, Pantapolin à la manche retroussée, qu'on appelle ainsi parce qu'il combat le bras nu. » J'aimerais bien savoir pourquoi ces deux seigneurs se veulent tant de mal. Mais parce que cet Ali Fanfaron, un païen forcené, s'était pris de la fille de Pantapolin, une belle et gracieuse jeune fille, chrétienne de surcroît. Son père ne veut pas la donner à ce roi païen s'il ne renonce pas à la loi de son faux prophète, Mahomet, pour embrasser notre sainte religion. Par ma barbe, ce Pantapolin a tout à fait raison, et je m'en vais l'aider de mon mieux. Tu ne feras que ton devoir, Sancho. D'ailleurs, pour combattre dans les batailles de ce genre, point n'est besoin d'être armé chevalier. Ça, je le comprends. Mais mon âne, où est-ce que je vais le mettre pour être sûr de le retrouver après la mêlée? Parce qu'aller au combat avec une monture pareille, je suis sûr que ça ne s'est jamais fait. Tu as raison. Eh bien, tu n'as qu'à la laisser libre d'aller où il veut. Et peu importe s'il se perd, car après la victoire, nous aurons tant de chevaux à disposition que Rocinante lui-même risque d'être supplanté par un autre. Mais suis attentivement ce que je vais te dire et regarde bien. Je veux te faire connaître les principaux chevaliers qui conduisent ces armées. Et afin que tu puisses les observer à ton aise, retirons-nous sur cette éminence d'où l'on peut les apercevoir toutes les deux. Il fallait donc trouver un morceau du répertoire où Sancho, le gentil écuyer, et Don Quichotte, le fou, puissent se parler et qu'on voit Sancho qui essaie de canaliser Don Quichotte. Quand Sancho est là, il y a une mélodie très calme, c'est la première. Et puis vous verrez qu'entre cette mélodie, il y a la réponse de Don Quichotte, fracassante, n'importe quoi, pleine de fantaisie et d'imaginaire. Ça donne un drôle de morceau. C'est Héctor Villa-Lobos qui a trouvé ça. Ça s'appelle Un nom impossible, Impreso es se resteras. Voici Héctor Villa-Lobos, ou le dialogue impossible entre Sancho et Don Quichotte.
Sancho tente en vain de raisonner Don Quichotte. Sancho, qui ne disait mot, était suspendu aux paroles de son maître. De temps en temps, il tournait la tête pour voir s'il n'apercevait pas les chevaliers et les géants que Don Quichotte lui désignait. Comme il ne voyait toujours rien, il finit par lui dire « Que le diable m'emporte, monsieur, il n'y a ici ni géants, ni chevaliers, ni tous les gens que vous dites. Moi, du moins, je ne les vois pas. Ce doit être encore une histoire d'enchantement comme les fantômes de la nuit dernière. » Mais comment est-il possible, Sancho, que tu n'entendes pas le hennissement des chevaux, la sonnerie des clairons, le roulement des tambours? Moi, monsieur, je n'entends que des moutons qui bêlent. Ce qui était vrai, car les moutons étaient maintenant tout près. C'est la peur, Sancho, qui t'empêche de voir et d'entendre comme il faut. Car elle a, parmi d'autres effets, celui de troubler les sens et de faire que les choses paraissent autrement qu'elles ne sont. Mais si ta frayeur est trop grande, mets-toi à l'écart. Je saurai à moi seul donner la victoire au camp que je soutiendrai. Et sans attendre, il éprona Rocinante à la lance en marée, dévala la colline à la vitesse de l'éclair. Sancho lui criait « Revenez, monsieur, au nom du ciel, revenez! Ce sont des moutons et des brebis que vous allez attaquer. Ah, quel malheur! Vous êtes fous! Il n'y a pas plus de géants que de chevaliers, pas plus de chats que d'armoiries, ni d'écus coupés ou entiers, ni de chants de gueule, ni rien du tout. Ah, misère, mais qu'est-ce que vous faites? » Il en fallait plus pour interrompre la course de Don Quichotte. Qui criait encore plus fort. Sus à l'ennemi, suivez-moi, chevalier qui combattez sous le drapeau du vaillant empereur Pentapolin à la manche retroussée. Vous allez voir comme je saurai facilement le venger du terrible Ali Fanfaron de la Robarde. Sur ces mots, il se rua au milieu de l'escadron de moutons et se mit à distribuer des coups de lance avec autant de fureur et de courage que s'il transparçait ses plus cruels ennemis. Les gardiens et bergers qui menaient le troupeau lui criaient d'arrêter. Mais voyant qu'ils ne l'écoutaient pas, ils délièrent leur fronde et commencèrent à lui chatouiller les oreilles avec des pierres grosses comme le poing. Il en fallait plus pour inquiéter Don Quichotte qui courait de tous côtés. « Où es-tu, orgueilleux Ali Fanfaron? Viens ici! Je suis seul et c'est un combat singulier que je veux mettre tes forces à l'épreuve et t'ôter la vie pour venger l'affront que tu fais subir à Pentapolin, roi des Garamantes. » À ce moment-là, un caillou l'atteigna, qui lui enfonça 2 côtes. Se croyant mort, ou du moins grièvement blessé, il se rappela qu'il avait en sa possession l'élixir miraculeux. Il sortit le flacon, le porta à sa bouche et commença à se remplir l'estomac de la précieuse liqueur. Mais avant qu'il eût avalé la dose qu'il jugeait nécessaire, une deuxième pierre vint briser le flacon qu'il tenait à la main, et chemin faisant, lui emporta 3 ou 4 dents et lui accroisa 2 doigts. Ce deuxième coup, aussi violent que le premier, eut raison de notre pauvre chevalier qui tomba de cheval. Les bergers accoururent, croyant l'avoir tué, ils réunirent en toute hâte leurs troupeaux, chargèrent les bêtes mortes sur leurs épaules, il y en avait au moins 7, et filèrent sans demander leur reste. Sancho était resté tout ce temps sur la colline à contempler les folies de son maître, s'arrachant la barbe à pleine main et maudissant l'heure et l'occasion où le sort l'avait mis sur sa route. Mais voyant Don Quichotte tomber à terre et les bergers déjà loin, il descendit pour lui porter secours. Son maître n'était pas évanoui, mais en fort piteux état. Voici ma dernière création à propos de Don Quichotte. 3e mouvement donc. Le temps de l'attaque, bien vaine, et le temps de la chute, bien prévisible.
terme de première partie, je veux que Samuel me rejoigne, que Maggie me rejoigne et que Georgette me rejoigne. Merci à tous les quatre. Venez, puisqu'on va se faire applaudir tous les quatre, puisque moi je n'étais qu'un élément, l'un des mousquetaires parmi les quatre. Alors où êtes-vous? Ne me laissez pas seul. Merci Maggie. Merci Georgette. Photo, la caméra est là. Allez, attention, 1, 2 et 3. On va finir en musique avec d'autres livres et 5 autres personnages qui ont eu, avec la lecture, des conséquences tout à fait différentes. Le premier de ces personnages, c'est Madame Bovary, car Emma Bovary a lu toute son adolescence. Et si vous vous rappelez ce que nous raconte, ce que nous fait dévorer Gustave Flaubert, elle lit et elle rêve de cette vie de femme merveilleuse, une vie où le mari est génial, on fait des tas de choses avec lui, on se régale de sa vie. Mais voilà que son mariage ne ressemble en rien à ce qu'elle espérait. C'est un mari monotone, une haute bourgeoisie certes, mais chaque jour se ressemble, c'est la routine et c'est l'ennui. Et voilà que cette littérature et cette lecture, tant et tant de fois dévorée, se transforme en désillusion. La désillusion qui va l'entraîner vers des folies. Et le morceau que j'ai composé se compose de 2 parties. Première partie, c'est l'ennui, la désillusion. Et la deuxième partie, eh ben, je vais faire la folle, puisque je veux que ma vie ressemble à la littérature que j'ai lue. Voici une fantaisie à moi, ça s'appelle Madame Bovary.
ce vieux perdu quelque part au cœur du Pérou. Ce vieux inventé par Luis Sepúlveda, une nouvelle qui s'appelle Le vieux qui lisait des romans d'amour. Oh, la vie est trop dure, c'est un chasseur, il est seul, il est veuf, il a perdu sa femme, il vit dans une toute petite cabane, et il vit de chasse. Il voit la cruauté des hommes, bien plus cruelle que les animaux. Et pour lui, la lecture, puisqu'il a appris à lire sur le tard, la lecture c'est un refuge. Lire des histoires d'amour, ça le repose de la bêtise des hommes. Et c'est un remède. Voici le remède de ce vieux que je vous invite à découvrir ou redécouvrir si vous l'avez oublié. J'en ai fait une bossa nova. Après tout, on est en Amérique latine. Génial.